Bonjour à tous les amis, alors dans cet épisode je vous propose de parler d'azote, de nutrition azotée. On parlera même un petit peu du soufre, mais on va essayer de parler de toutes les idées reçues. La forme d'azote nitrate qui serait toxique pour les sols, la forme d'azote uréique qui est absolument formidable, tous les outils d'aide, d'observation mais aussi de décision que nous avons sous la main. Alors que nous vivons l'hiver le plus doux depuis le début des relevés météo, beaucoup d'agriculteurs ont déjà terminé leur premier apport azoté, quand certaines régions ont déjà terminé le deuxième apport ou sont en train de le faire. Alors vous allez voir, encore une fois, on va essayer de se poser des questions et de remettre un peu de bon sens au milieu de tout ça. Est-ce qu'on ne marche pas sur la tête alors que nous avons beaucoup d'outils d'observation et que la gestion du nitrate est une préoccupation politique, environnementale et aussi économique pour les agriculteurs? Est-il logique d'en être là aujourd'hui, le 20 février? Alors c'est ce que je vous propose dans cette vidéo, les amis. Vous êtes les bienvenus sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant. Et Sam, c'est moi. Alors, avant de retourner sur le terrain, les amis, je vous propose de faire un petit point technique en salle, au chaud, car ça me semble très important. En effet, l'usage des engrais se banalise, on se prend pour des chimistes sans même toujours bien comprendre les enjeux et bien comprendre la chimie justement des produits que nous utilisons et leur impact sur les différentes fertilités du sol. Vous le savez, le sol c'est 4 fertilités, la fertilité du vivant, la fertilité biologique, la structure dont on parle souvent, la fertilité physique qui est entretenue par cette activité biologique, et en troisième position vient la fertilité chimique pour finir par la réserve en eau, par l'humectation, la mise à disposition des plantes, c'est-à-dire la fertilité hydrique. Et il se trouve que l'usage des engrais, quels qu'ils soient, mais les engrais azotés en particulier, ont un rôle sur la modification des fertilités biologiques, physiques, mais aussi hydriques. Et c'est important de le prendre en compte. Vous vous rappelez aussi que dans une période où on parle beaucoup des revenus agricoles, qui s'annoncent de plus en plus compliqués au regard des cours actuels des marchandises agricoles, mais ça, on aura l'occasion d'y revenir, il est vrai que l'aspect, le post-azoté, les engrais azotés, représentent la charge la plus importante des charges opérationnelles mises en place pour la production agricole végétale. C'est important de le dire. Donc bien l'utiliser, bien le positionner, comprendre les enjeux des choix que l'on fait lorsque l'on achète des engrais, c'est très important. Alors justement, on va prendre quelques minutes. La première des formes azotées à disposition des plantes sur le terrain, c'est l'azote organique. C'est la forme d'azote majoritaire dans nos sols, il faut bien le comprendre. L'humus, qui a un cycle de plusieurs dizaines d'années, je vous en ai déjà parlé, représente la source principale par sa minéralisation. Il se trouve que 1% d'humus, on peut estimer que c'est en gros 3000 unités d'azote. Et on va parler un petit peu du soufre dans cette vidéo, je l'ai dit. Eh bien, un point d'humus, c'est aussi 3000 unités de soufre. Et quelque chose de très important, c'est que par le travail du sol, par aussi des problèmes d'asphyxie, on se retrouve à avoir une fonte de cette matière organique, de ce stock d'humus. C'est très très important de le dire. Et si on veut reconstituer ce stock d'humus, il faut que l'on retrouve techniquement, mathématiquement, environnementalement 3000 unités d'azote si on veut reconstituer un point d'humus. C'est une réalité technique. Donc, il faut essayer de valoriser au mieux l'azote que l'on met. Pour en mettre le moins possible, c'est un fait, ça nous est demandé environnementalement, mais il ne faut pas se pénaliser pour la reconstitution de son stock de matière organique. C'est un point très très important que j'aimerais que vous notiez dans un coin de votre tête, car beaucoup de gens qui essayent de faire rêver les agriculteurs leur annoncent qu'avec l'agriculture de conservation, ils vont pouvoir réduire à l'azote de façon très importante, et en réalité, ces deux choses-là ne vont pas tellement ensemble. Ça ne veut pas dire qu'il faut en mettre plus, mais en tout cas en mettre mieux, choisir des formes techniques et qui respectent votre sol. Donc l'azote organique, c'est la forme la plus présente sur le terrain et qui a beaucoup d'importance. Si certaines cultures aujourd'hui peinent un peu par des structures endommagées, par les pluviométries hivernales, etc., ça explique pourquoi vos cultures patinent et vous pensez, vous allez voir à tort, que d'apporter de l'engrais azoté va résoudre le problème, et en gros c'est ce qui vous fait souvent intervenir très tôt, et c'est particulièrement le cas cette année. La deuxième forme d'azote présente que l'on peut acheter, c'est l'azote uréique. Donc c'est une forme qui n'est pas absorbée par les plantes, je tiens à le repréciser, puisque là aussi, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur le sujet. Cet azote doit être transformé en ammoniac par les enzymes du sol. À cette occasion, il y a d'ailleurs un dégagement de CO2 qui s'opère et qui augmente le pH autour du granulé, ou lorsque c'est de l'engrais liquide,
La forme uréique représente 50% de l'engrais liquide pour ceux qui en font. Et ça fait une augmentation très forte du pH dans l'environnement sur lequel le granulé fond ou le liquide s'introduit dans le sol. Et ça augmente de 8,5, 9 de pH. C'est extrêmement basique. Donc c'est important de le dire. D'ailleurs, plus le niveau de pH du sol est élevé, plus cette conséquence-là est forte. Et ça, c'est mauvais, bien sûr, pour la fertilité biologique des sols. Ces variations de pH très importantes au sein d'un même environnement, l'impact de l'engrais n'est pas anodin. Et encore plus lorsqu'on se fait rire en disant oh, j'ai mis sans unité ou des choses comme ça. Ça, c'est important de le dire. C'est pas anodin. Pour moi, presque avant le travail du sol, le choix des engrais et la façon dont on les apporte est aussi importante si vous voulez progresser à ce niveau-là. Donc, il y a un impact sur le sol. Le pH de votre sol influence directement l'équilibre entre l'ammonium, donc l'ammonium c'est NH4, et l'ammoniac, vous savez, qui se volatilise justement, et c'est NH3. Lorsque le pH est inférieur à 6,5, il n'y a pas d'ammoniac dans le sol. Donc il n'y a pas cette notion d'équilibre. Par contre, si le pH est élevé, l'ammoniac, lui, se dégage plus facilement et il y a volatilisation. Et paradoxalement, où est-ce que l'on met le plus d'urée en France, en tout cas avant la guerre en Ukraine, puisque maintenant ça commence à se diffuser un peu partout, et ça, je vous l'assure, c'est du grand n'importe quoi, eh bien c'est dans les zones basiques, ou en tout cas à sol calcaire. C'est là qu'il y a le plus d'usage d'engrais liquides, avec l'idée que parce qu'on a un sol basique, ça encaisse mieux, il y a moins d'acidification. On a toujours l'idée que l'engrais liquide acidifie. Il acidifie pas plus qu'un ammonitrate. Par contre, il a des effets très négatifs sur l'activité biologique et sur les variations de pH. Alors une fois que cette urée est transformée, et ça peut se produire en quelques jours, de l'urée pour devenir ammonium, c'est en gros de 1 à 4 jours selon les températures de sol. Vous voyez, il y a des enzymes qui existent ou des protections pour éviter que ça se fasse trop vite, on parle de 4 jours, donc ça n'a aucun intérêt technique. Donc le devenir de l'ammonium qui est issu de cette hydrolyse de l'urée est très différent que d'apporter un ammonium sous forme ammonitrate. Ça, il faut le savoir, c'est pas tout à fait la même chose. Justement, il existe des additifs pour mettre avec l'engrais liquide, comme les thiosulfates par exemple, qui sont en réalité des acidifiants. Car quand on acidifie le sol, l'environnement sur lequel l'urée va fondre, eh bien on limite cette perte par volatilisation. Vous voyez ? Mais vous imaginez les impacts pour l'activité biologique. Donc ça vous donne un peu une réponse à certains avis qu'on a sur ces produits additifs qui sont en train de s'améliorer. Il y a des produits plus neutres qui arrivent avec des origines plus naturelles, moins chimiques. Mais ce n'est pas rien, on ne peut pas parler de vie de sol et localiser des urées ou balancer des ammoniacs en plein ou mettre des fortes doses sans que ça ait des conséquences, vous en doutez bien, sur l'activité biologique. La troisième forme, puisqu'on a vu l'organique, l'uréique, c'est l'azote ammoniacal. Donc on parle bien du NH4 qui est l'ion ammonium, qui peut aussi se transformer en NH3 dans un pH supérieur à 7,5, on l'a vu tout à l'heure. Il faut là, dans ce cas-là, pour qu'il devienne disponible pour les plantes, et la forme disponible pour les plantes, c'est la forme nitrique, il faut en gros de 1 semaine à 6 semaines de transformation, donc ça dépend des températures de sol. À 20 degrés dans le sol, ça se fait en quelques jours, quand il faut 5-6 semaines, quand le sol, il est plus froid que ça d'habitude en février, mais quand un sol est à 3-4 degrés, vous apportez votre engrais liquide début février, en fait la mise à disponibilité réelle pour les plantes se fait 6 semaines plus tard. Donc vous voyez, c'est un petit peu cette incohérence-là, dit qu'on attend un petit peu plus d'avoir des bonnes conditions, tout se fait beaucoup plus rapidement et on évite le risque des pertes et les impacts négatifs pour le sol. La transformation d'ammonium en nitrique se fait au contact du sol avec de l'oxygène, c'est-à-dire si vous avez des sols refermés avec des structures abîmées, vous ne pouvez pas espérer que ces transformations se fassent bien. C'est ça qui est important à comprendre. On est tous tributaires de l'état d'oxygénation de notre sol pour nourrir nos plantes. Tous les éléments absorbés par les plantes, tous, sauf un, sont absorbés sous forme oxydée. Voilà, c'est important de le dire. Donc il faut, dans le mot oxyde, on entend le mot oxygène, il faut de la vie dans le sol et il faut de l'oxygénation. Et si vous apportez ces éléments sous forme oxyde, en vous disant, moi je m'en fous, si j'ai un sol refermé, il sera au moins disponible. Eh bien l'oxygène que vous allez apporter par ces éléments oxydés va être utilisé à mauvais escient par la vie de votre sol qui va utiliser cet oxygène pour respirer, pour se nourrir. Et donc il peut y avoir une réduction de vos éléments. Ça peut être le cas d'un apport de soufre fait très tôt en saison sur un sol refermé, hydromorphe, un petit peu qui baigne dans l'eau, comme j'ai pu le voir depuis quelques mois que je fais des trous, cet horizon 0,40, 0,50, qui dans certains cas est excessif en humidité, on voit le sol briller, on n'a pas de mise en réserve, il y a peu de porosité, c'est en saturation, c'est ce qu'on appelle les eaux libres. Ça c'est très très mauvais pour toutes les absorptions
d'éléments dans votre sol. Et si vous apportez du soufre dans ce type de sol-là trop tôt, eh bien, le SO4 du soufre, l'oxygène, va être utilisé à mauvais escient par la vie de votre sol. L'ion NH4, l'ion ammonium, est très peu absorbé excusez-moi, par les plantes, en réalité sous cette forme-là. Il se fixe sur le complexe argilo-humique, je ne reviens pas sur ce que c'est, je vous le mettrai en description, et donc il est peu lessivable, et c'est ça son intérêt. Lorsqu'on apporte des ammonitrates, il y a donc deux formes, une forme ammoniacale qui va rester en stock, le temps de se transformer, 1 semaine à 6 semaines, donc ça nous donne une rémanence, et la partie nitrique qui est disponible tout de suite, dans des conditions propices à ce qu'il soit assimilé. Le seul élément qui n'est pas absorbé sous forme oxydée, c'est le manganèse. Il ne supporte pas les sols trop aérés, trop oxygénés. Il est absorbé, lui, sous forme réduite. Donc, ce qui explique certains petits problèmes de disponibilité. Si vous avez un sol battant et complètement fermé, vous n'aurez jamais de problème de manganèse. Et pourtant, certains d'entre vous en apportent. Vous voyez, il y a quand même des choses à savoir. Donc, il se fixe sur le complexe et cette forme est transformée par les bactéries à partir de 5 degrés dans le sol. Cette année, on a les 5 degrés, mais ça pourrait ne pas durer vu la météo qu'il y a, et c'est moins le cas dans des sols saturés en eau. Une partie de l'ammonium, il faut le savoir, va être aussi immobilisée dans la biomasse microbienne et va revenir, donc sous forme après de matière organique, et va revenir dans le circuit. C'est un peu une réserve, c'est peut-être ce qu'on mesure un peu avec le reliquat, il faudrait le reconnaître, on ne le sait pas exactement, mais il y a une incidence. D'où l'importance, en fonction de ce que vous cherchez à faire avec vos sols, de les reconstruire, de ne pas trop vous pénaliser par une réduction trop forte d'azote qui ferait que vos sols vont utiliser leurs réserves propres pour faire face aux besoins des plantes. Donc il faut trouver un équilibre qui est très fin, et notamment le positionnement un petit peu plus judicieux des formes azotées permet de bien gérer et de limiter les pertes. La dernière forme, et c'est la seule forme principalement absorbée, il faut le reconnaître, l'ammoniac c'est infinitésimal, donc c'est la forme nitrique. Et il y a certaines personnes, des intervenants, qui vous expliquent que oui, ces formes-là sont nocives pour le sol, etc. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Évidemment que l'excès de produits solubles, on en a déjà parlé avec les lisiers, par exemple les digestats, enfin trop de produits solubles, un excès de soufre, un excès de nitrate tout court, mettre des trop fortes quantités en unité comme on le disait tout à l'heure, c'est évidemment négatif pour le sol puisque ça met le bazar dans le sol, ça le fragilise, ça abîme les structures, ça abîme la vie biologique pour faire simple. Donc la forme nitrique ou nitrate, c'est le mot un peu plus péjoratif, c'est l'azote qui est combiné à l'oxygène. Donc arrivé au sol, si votre sol est oxygéné, la transformation se fait naturellement en NO3. Vous voyez, il y a de l'oxygène cette fois dedans, c'est plus NH3 ou NH4, c'est NO3, qui est la forme préférée des plantes. Et même l'azote organique se transforme en azote nitrate pour être absorbé. La quasi-totalité des formes d'azote dans le sol sont transformées en nitrate pour être absorbées. Alors vient ensuite un élément qui fonctionne en synthèse, puisqu'on sait que pour 5 unités d'azote absorbées, il en faut au moins une de cet élément-là, et c'est le soufre. Le soufre est un constituant de la matière organique, on l'a vu, 1% d'humus, c'est 3000 unités de soufre, mais quand on a des sols un peu au bout du rouleau, qui sont à la limite de la frontière, 1,5, 2 de matière organique, ou des sols très calcaires, avec des niveaux de matière organique bloqués, qui ne sont pas de l'humus, qui sont du carbone pur et dur, on n'a pas de soufre disponible. Et encore moins après des hivers lessivants comme on a eu. Donc des produits lessivants, on les fractionne, et bien le soufre il est encore plus lessivable que le nitrate, ou au moins autant, et donc il faut le fractionner. Si vous l'apportez trop tôt, dans des sols avec des températures inférieures à 8 degrés, le soufre SO4 va se rétrograder et va être consommé par des animaux dans le sol. C'est pour ça que mettre tout son soufre, comme certains l'ont fait cette année, c'est déjà sûr que c'est nul, ça va être négatif pour votre sol. Ça va être négatif. Et en plus, pour vos plantes, vous risquez d'avoir des ruptures d'alimentation. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, un blé, c'est 200 grammes à peu près par jour de soufre à l'hectare. On passe quasiment, à partir de la montaison, à partir du stade épi 1 cm, à 1 kg de soufre par hectare et par jour. Donc c'est important de le dire. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il vaut mieux étaler dans le temps pour en apporter le moins possible, puisque je vous le rappelle, le soufre est très consommateur de matière organique, parce que c'est un oxyde justement, qui a tendance à booster les bactéries, on va faire simple. Donc la forme absorbée, c'est le SO3, c'est le sulfate. Et il faut donc de l'oxygène dans votre sol pour que tout ça, ça se passe bien. Donc les plantes en ce moment qui ne poussent pas bien, c'est davantage lié à des problèmes de manque de mise à disposition par la vie biologique du sol, excès d'eau, problème d'enracinement, tout un tas de choses, que vraiment un problème de manque d'azote. Et pour ça, il faudrait encore se faire un témoin et regarder lorsque vous viendrez faire le deuxième,
Si vous ne l'avez pas fini, le deuxième apport, vous verriez que le premier n'a même pas encore eu son effet. C'est important de le dire. Alors je sais que certains dans les commentaires vont me dire oui, mais s'il pleut pas, blabla. Attendez, on parle juste d'une vingtaine de jours. Là, nous, on va démarrer sans doute la semaine prochaine. On va faire nos reliquats là. Dans la prochaine vidéo, justement, on en parlera. Les reliquats azotés, observer le sol, comment il est, son état biologique, etc. Puis ensuite, on fera nos épandages de produits disponibles. Donc ça, c'est très très important. Et puis le dernier élément qui est une base aussi, comme le calcium, c'est la magnésie. Donc c'est MgO, donc oxydé aussi, CaO, donc pour la partie calcaire. Donc c'est important puisqu'en sol fragile, attention, des sols refermés, etc., auront des problèmes de manque de mise à disposition de magnésie. Donc il faudra certainement le corriger en foliaire ou choisir des apports soufrés qui associent la magnésie, comme la késérite par exemple, qui est un sulfate de magnésie, donc qui associe 26% en gros de magnésie pour 52 de soufre. Ça, c'est un produit idéal, mais dans ce cas-là, on est obligé de fractionner l'apport en deux, passer 2 fois, plus 2 apports d'azote, ça fait 4 passages au prix que ça coûte. L'azote soufré, azoté soufré bien titré, est une excellente idée pour fractionner le soufre à chaque apport, une petite quantité pour bien gérer les 1 kg nécessaires à l'hectare. Alors écoutez les amis, je vais en rester là pour pas que cette vidéo soit trop longue. Donc dans la prochaine, on s'en va sur le terrain, on va parler des reliquats azotés, de tous les outils de mesure que nous avons à notre disposition. Et pourtant, ça ne nous empêche pas d'année en année d'intervenir de plus en plus tôt, à croire que l'on marche un peu sur la tête ou que tout ça c'est juste pour faire joli, mais qu'au final, ce qui compte, c'est de balancer nos engrais chimiques tout en ayant des beaux discours sur le sol sans même se rendre compte des conséquences que tout ça a. Vous avez vu un petit peu sur les variations de pH, etc. C'est très très important. On n'a pas de sol vivant lorsque le pH est basculé d'un endroit à l'autre sans arrêt avec des hausses et des baisses de ces points de pH, de ce potentiel hydrogène qui a des conséquences énormes sur le sol. Je vous rappelle encore une fois que 1 point de pH d'écart, c'est 10 fois plus acide ou 10 fois plus basique. Et ça, il n'y a aucun être vivant qui vit dans ces deux milieux. Donc petit à petit, on désinfecte, on aseptise, on détruit notre sol, notamment la partie épidermique, la relation avec l'atmosphère. On la détruit déjà suffisamment parfois en profondeur, comme on l'a vu dans les profils avec des zones compliquées, mal architecturées. C'est pas la peine d'en rajouter une couche avec des produits chimiques en surface. Je conclus cette fois ma dernière phrase pour vous dire qu'il n'y a pas besoin d'apport de phosphore. Je vous l'ai déjà dit sur les cultures qui sont déjà semées depuis l'automne. Ça n'a aucun intérêt technique. On reçoit en ce moment des essais, des vieux essais d'Arvalis. Sur 12 essais, il y en a 5 qui ont été valables d'apporter du phosphore au printemps pour gagner 1,1 quintal de moyenne. Donc 5 essais sur 12, ça en fait 7 qui n'apportaient absolument rien. Et puis un quintal à 16 € comme il va valoir a priori déjà en ce moment pour l'année prochaine, c'est peut-être pas une excellente idée. Et dans l'équation, bien sûr, le sol n'est pas pris en compte. Alors les amis, gardez-le pour l'année prochaine, cet engrais potassique, ou pour vos futures cultures de printemps. Ça, c'est important. Alors, sur ces belles paroles, je vais vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo terrain, toujours sur l'azote, où cette fois, je vais m'y rendre cet après-midi faire les reliquats. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, surtout à la partager. Et pensez à vous abonner. Vous n'êtes pas assez nombreux à le faire. Sur toutes les personnes qui nous regardent, vous ne vous abonnez pas toujours systématiquement. Plus de 50% regardent les vidéos régulièrement sans s'abonner. Soyez gentils les amis, c'est ça la meilleure des reconnaissances pour tout ce travail. Alors je vous dis à bientôt, bon courage. Et puis pour ceux qui ont fini les engrais azotés, écoutez, ce sera pour l'année prochaine.